Quelle réussite! L'épisode 1 de Dragon Ball Daima est une réussite. Bravo aux scénaristes, bravo à Feu Toriyama, bravo aux animateurs et bravo à la Toei Animation. Est-ce une réussite totale? Eh bien, il y a quand même quelques craintes que j'ai eues suite au visionnage de cet épisode, ainsi que des éléments qui m'ont quand même fait grincer des dents. J'avais noté une petite incohérence concernant l'âge de Piccolo, une fois rajeuni, mais finalement ce n'en est pas une, c'est à cause d'une erreur de traduction. En effet, dans les sous-titres, il est dit que ceux qui ont vaincu Majin Buu vont rajeunir jusqu'à l'âge de 6 ans. Mais en VO, il est dit qu'ils vont rajeunir jusqu'à l'âge de quelqu'un qui est en première année de primaire. C'est très différent car là, c'est quelque chose qui s'adapte en fonction des planètes, des pays, etc. Donc pour les Namek, potentiellement, l'école primaire est plus jeune que sur Terre. Sur Terre, ça doit être 6 ans. Mais chez les Namek, c'est sûrement au bout de quelques mois. Rappelons aussi qu'une année sur Namek égale un tiers d'année sur Terre. L'incohérence était que si Piccolo revient à l'âge de 6 ans, eh bien il devrait déjà être adulte car à l'âge de 3 ans, il était déjà adulte lorsqu'il a affronté Goku au 23e Tenkaichi Budokai. Mais finalement, pas d'incohérence. Bon, ce n'est pas vraiment une incohérence, on peut sûrement trouver une explication, mais je m'interroge. Pourquoi les humains qui ont aidé à vaincre Buu, en donnant leur énergie, n'ont pas rajeuni? C'est quoi les prérequis pour faire partie des victimes du jeu? C'est peut-être juste de se battre. Je pense que c'est ça. Que ce soit Mister Satan, Goku, Vegeta ou les autres, ils se sont tous battus contre Buu à un moment donné. Même Piccolo, parce que Piccolo a fait le volleyball avec Gotenks Super Saiyan 3. Il a donc frappé Buu. Je ne vois pas d'autre explication. C'était magnifique de resuivre l'arc Buu via les yeux de Goma. Entre le résumé et ça, les équipes en charge de l'anime ont pensé aux nouveaux arrivants qui vont découvrir Dragon Ball via cette nouvelle série. Et c'est bien le but de la série, satisfaire les fans de la première heure et en même temps ramener un nouveau public. Les passages de l'arc Buu sont magnifiques. Si un jour il y a un remake de Dragon Ball Z, j'espère que ça sera de cette qualité. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau dans tout Dragon Ball, film compris. C'est magnifique. J'espère que toute la série gardera cette qualité et qu'ils n'ont pas mis le paquet que dans l'épisode 1. Et surtout, j'adore quand des méchants parlent d'autres méchants. Et quand les méchants ou futurs ennemis, si vous préférez, sont choqués de la puissance actuelle de la Z-Team. Vous savez, arrivé à l'arc Buu, nos protagonistes ont quand même un niveau global très élevé. Je kiffais déjà que Babidi, Daboda et compagnie soient choqués, se demandant tout comme Goma comment des êtres aussi puissants peuvent être sur Terre ou même exister. Mais alors quand c'est des méchants qui soulignent des hauts faits de la Z-Team et le fait qu'ils aient battu un être puissant qu'ils connaissent eux aussi, j'adore. Regardez leurs réactions, elles sont super drôles. Les visages déformés comme ça, les surprises exagérées, c'est digne de Dragon Ball, digne de Toriyama. Mention spéciale à Degesu, dont j'ai à la fois adoré les réactions, mais surtout adoré le chara-design ainsi que la voix. Franchement, il est super stylé. C'est Shin en mieux quoi. Le seiyuu qui prête sa voix au personnage n'est autre que Junya Enoki. Vous le connaissez certainement pour ce rôle dans Jujutsu Kaisen, puisqu'il prête sa voix au personnage principal Itadori Yuji. Franchement, chapeau, il s'est parfaitement adapté au caractère de ce nouveau personnage. On ne reconnaît pas aisément que c'est lui qui fait Itadori, au contraire du seiyuu de Mekamaru par exemple, ou celui de Bakugo dans My Hero Academia. Degesu dégage vraiment quelque chose, il a du charisme. Et même s'il fait le guignol et qu'on dirait pas qu'il est mauvais 90% du temps, on y reviendra, on a une révélation très intéressante. Les Namek seraient à l'origine des démons. Cela explique pourquoi Piccolo Daimao était un démon. Je m'étais toujours posé la question. Apparemment, la caractéristique principale qui fait que tu es un démon ou non, c'est la forme de tes oreilles. Si tes oreilles sont pointues, tu es un démon, ou tu es descendant de démons. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que potentiellement tu peux être un démon, mais ne pas être si mauvais que ça. Tu es catégorisé comme quelque chose qui à première vue est très mauvaise, mais en réalité, pas forcément. Ça me fait penser à Naruto Taizai où les démons ne sont qu'une race en définitive, parmi d'autres. On s'émancipe de cette vision du démon purement maléfique avec des cornes. Franchement, c'est validé. Mais bien sûr, j'imagine qu'il y a quand même une histoire de cœur noir ou quoi derrière. Ou au pire que les ancêtres étaient malfaisants, mais qu'au fil des générations, toi tu n'es plus malfaisant. Mais tu gardes la caractéristique déterminante des démons, c'est-à-dire les oreilles pointues. En fait, ce qui est vraiment dit, c'est que si tu as les oreilles pointues, tu viens du royaume des démons. Après, est-ce que ça fait forcément d'eux des démons ou pas? Qui sait? En tout cas, ils viennent d'une lignée de démons. Après des années à se demander d'où vient ce mec, d'où vient Mister Popo, sans jamais avoir aucune piste de réponse, on a enfin quelque chose à se mettre sous la dent. Mr. Popo a ses ancêtres qui viennent du Daimakai lui aussi. J'espère qu'on va en apprendre plus, qu'on ne va pas s'arrêter à ça. Ça serait incroyable qu'il fasse partie de l'aventure quand la Z-Team va se rendre au royaume des démons. Mais au vu des trailers et du fait qu'il n'a pas rajeuni, ça semble peu probable.
Mais qui sait, peut-être qu'ils vont croiser un mec de la famille de Mista Popo, ou de la race de Mista Popo, dans le Daimakai. Ça, je kifferais. Je vais à présent vous donner les moments dans l'épisode qui m'ont fait le plus rire. Parce que franchement, même si j'adore le Dragon Ball sérieux, le Dragon Ball de l'arc des humains artificiels avec Mirai Trunks, Cell et compagnie, ou même l'arc Black Goku, j'aime quand même aussi le ton léger de l'arc Boo ou des premières heures de Dragon Ball, avec des scènes comiques et des réactions exagérées comme je le disais plus tôt. Je vais d'ailleurs vous mettre quelques extraits de réactions de Shin et Kibito de l'arc Boo qui me font penser à celle de Degesu de cet épisode. なるほど。Autre scène hilarante, Dende qui dit on ne peut pas quitter le palais, qui sait quand quelque chose peut arriver. Et là, bim, quelque chose arrive pile à ce moment, et Mista Popo qui fait son petit commentaire, ça m'a fumé. Ça m'a fait penser à dans One Punch Man quand il y a une prophétie qui dit que les méchants peuvent attaquer à n'importe quel moment dans les 6 prochains mois, et Saitama dit ça peut être aussi maintenant, d'après-midi. Et à ce moment-là, t'as les méchants qui attaquent, c'est trop drôle. La diffusion de Kibido et Shin, on doit en parler. J'étais en mode what the fuck, MDR, l'explication ok. En tout cas, c'est très bien comme ça. Ne dites surtout pas que la fusion dure 1 heure comme dans DBS. Rappelez que c'est censé être pour toujours. Même si bon, dans DBS on nous dit que la fusion Potala est permanente que pour les Kaioshin, c'est bon. Au moins faites comme si ce truc n'avait jamais existé. Mais c'est bien que personne n'en ait parlé. J'aimerais effacer ça de ma mémoire. Mais quand même, MDR quoi. On a demandé à Boo de nous laisser rentrer dans son corps parce qu'on a vu que pour Vegeta à toi ça avait marché, vous avez défusionné. MDR. Oui, certainement que le corps de Boo produit un gaz mystérieux qui permet de défusionner. Mais MDR. Je critique pas parce que déjà dans Dragon Ball Z, je trouvais ça un peu facile. Que comme par hasard, quand ils sont dans le corps de Boo, ils défusionnent, on ne sait pas comment. Donc ils donnent une explication avec un gaz, pourquoi pas. Mais ça me fume qu'ils disent oui, donc on a demandé à Boo de nous laisser rentrer dans son corps comme ça, histoire de défusionner rapidement et ressortir. Surtout quand on sait qu'à la base, le Boo gros c'était l'ennemi juré de Kaioshin, ça hantise et tout, ça me fume. Mais ce n'est pas un point négatif. Bon, il est temps de parler de mes craintes et de ce qui m'a un peu plus déplu dans cet épisode. Déjà, Degesu qui dit Univers 7. Ça, je m'en serais bien passé. J'aimerais que ce Dragon Ball Daima qui se passe avant Dragon Ball Super ne fasse mention de rien de Dragon Ball Super. Que je puisse considérer que ça n'existe pas. Après, bon, l'univers 7, c'est mentionné dans le film Battle of Gods, qui est un film Dragon Ball Z et non Dragon Ball Super. Mais niveau échelle de puissance, j'avais quand même un problème avec ce film, même si je l'ai grandement apprécié. Mais bon, on va dire soit, c'est pas trop grave. Voir Goku et Vegeta qui font un sparring m'a un peu surpris, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve plutôt dans Dragon Ball Super. Dans Dragon Ball Z, Goku et Vegeta n'ont pas ce type de relation. Mais ils ont pu la développer après la défaite de Majin Buu. Il faut quand même se dire qu'avant ça, Goku et Vegeta étaient plus rivaux, moins amis, et qu'avant ça, Goku était mort, encore avant ça, il était malade, encore avant ça, Vegeta et Goku étaient pas proches, et Vegeta cherchait à débloquer le Super Saiyan, donc lors des 3 ans qui séparent l'apparition de Trunks et l'apparition des cyborgs. Donc voilà, ils ont jamais eu le temps vraiment de faire des sparring sur Terre ensemble, mais une fois que les deux vivent sur Terre, et que Vegeta en l'occurrence à la fin de DBZ avoue que Goku est le numéro 1, et bien les voir faire un sparring, ce n'est pas si choquant en y réfléchissant. En revanche, Goku qui charrie Vegeta en disant qu'il n'a pas tant grandi que ça, Vegeta qui répond « Tu veux te battre ?» Je n'ai pas l'impression que les Goku et Vegeta du manga auraient une telle interaction. Et puis même Goku individuellement, il n'est certes pas aussi débile que le Goku de DBS, mais bon quand même, je ne trouve pas que ce soit le Goku de DBZ. Il a des réactions un peu exagérées, un peu trop comiques, je le sens quand même un peu plus gamin que celui de DBZ. Bon, ça reste mieux que celui de DBS. Et puis dès l'épisode 2, il sera gamin, littéralement, au sens propre. Donc s'il nous sort le même comportement, ça sera excusé parce qu'il est gosse. Donc ça va, on va dire. Dernier point qui m'a déplu, ou plutôt qui me laisse craintif pour la suite. On va dire qu'en l'état actuel des choses, il m'a pas forcément déplu, mais il ne m'a pas non plus plu, à voir ce qu'ils vont en faire. C'est le fait que la raison du vœu de rajeunissement soit la crainte que la Z-Team vienne envahir le royaume des démons. Bon ok c'est marrant, Dagoma il a peur et tout, mais c'est comme pour DBS Broly. Freezer veut Dragon Ball pour grandir, la Z-Team pense qu'il vient en menace sur Terre, du coup ils se battent et Goku et Vegeta vont même jusqu'à fusionner, alors qu'en réalité il n'y a pas d'enjeu. L'enjeu est artificiel. Si la Z-Team connaissait le vœu, limite, ils le font pour Freezer et fin de l'histoire. Bah là pareil, entre guillemets. Si la Z-Team savait qu'on veut les rajeunir pour si peu, il suffirait de convaincre Dagoma qu'il s'en fout du royaume des démons, ce qui est vrai. Bon en pratique peut-être qu'il n'entendrait pas raison, mais vous voyez ce que je veux dire.
Donc ma crainte c'est qu'on reste sur ça et que ce soit juste un prétexte pour que la Z-Team aille dans le Daimakai retrouver leur apparence. D'ailleurs je suppose que Dagoma va embarquer Dragon Ball, sinon il suffit d'attendre 1 an et faire le vœu de regrandir quoi, MDR. En plus, au vu du caractère burlesque de Dagoma et Degesu, on n'a pas l'impression qu'ils sont vraiment mauvais. Normalement, s'ils sont comme Dabra, ils doivent aimer détruire ou quoi. Donc moi, j'attends qu'on sente une vraie menace sur la Z-Team et qu'on voit un peu plus en quoi ces démons sont mauvais. Parce que si le Daimakai, c'est juste un monde ténébreux avec des démons qui sont juste des gentils aux oreilles pointues, bah moi, ça ne me va pas quoi. À la rigueur qu'on ait beaucoup de démons méchants, mais aussi des démons gentils ou des démons nuancés qui font le mal pour servir leurs intérêts, là ok. Donc voilà, ça c'est ma plus grosse crainte. Ce qui peut rattraper cette crainte, c'est le docteur Anerisu. En effet, c'est elle qui tire les ficelles. C'est elle qui a poussé Dagoma à aller sur Terre et réunir les Dragon Ball. C'est elle qui lui a mis dans la tête que ceux qui ont vaincu Majin Buu, qui sont très puissants, pourraient venir conquérir le royaume des démons, le Daimakai. Donc elle doit avoir un objectif caché et j'espère que c'est elle la vraie mastermind et qu'elle a un vrai objectif démoniaque en tête. Ça peut vraiment rattraper le Dagoma un peu ridicule, qui n'a pas l'air trop méchant, qui rajeunit la Z-Team pour pas grand chose. J'ai de bons espoirs quand même pour Anerisu. J'attends de voir la suite avec impatience. Ce qui est sûr, c'est que aller à l'aventure avec toute la Z-Team, à la découverte du Daimakai, ça me réjouit d'avance. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez des épisodes sur les prochains épisodes de Dragon Ball Daima. Sur ce, Jana, Kai! 死んだか砂つかりのトーストどざのビザ一人忍びれてもいる